Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble les changements apportés par la version 7.1 de PHP. Donc cette version 7.1 est l'occasion de renforcer un petit peu les systèmes de typage qui avaient été mis en place avec la version 7.0 et va vous permettre d'améliorer l'organisation de votre code. Encore une fois, si vous êtes intéressé et que vous voulez voir l'ensemble des fonctionnalités vous-même, vous pouvez vous rendre dans la partie appendice de la documentation et vous regardez le guide de migration de la PHP 7.0 vers la 7.1. Donc d'abord, on va parler des changements qui cassent par rapport à la version précédente. Donc il y a un gros changement, je dirais, qui peut entraîner des problèmes, c'est les fonctions qui seraient appelées avec un nombre incorrect d'arguments. Donc par exemple, si vous créez une fonction test, et cette fonction, elle attend un paramètre. Si vous l'appelez sans lui passer de paramètres, avant vous aviez simplement un petit warning qui vous disait attention, c'est pas bien. Aujourd'hui, maintenant, ça renvoie une fatal error et ça vous dit clairement ce n'est pas possible. Donc si vous aviez des codes où vous aviez caché les warnings, ça peut vous sauter un petit peu à la figure. Après, on a d'autres petits changements, mais qui sont relativement anecdotiques. On a des fonctions qui ne peuvent plus être appelées sous forme de chaîne de caractères. Ça, c'est pas dramatique parce que c'est déjà des fonctions un petit peu particulières. Et on a aussi des mots-clés qui sont maintenant interdits dans le nom des classes interface et trait, qui sont les mots-clés void et itérable. Donc ça, c'est notamment dû à l'introduction de nouveaux types. On a maintenant un nouveau type qui est itérable, qui permet de désigner quelque chose que l'on peut parcourir avec un for each. Donc par exemple, lorsque vous allez créer une fonction, et vous allez vous attendre à recevoir une liste d'éléments, vous pouvez mettre itérable au niveau du type. Dans ce cas-là, ça veut dire que sur cet élément-là, vous pouvez faire un petit for each et les parcourir les uns après les autres. Donc ça peut être appliqué à des tableaux, mais ça peut aussi être appliqué à des classes qui implémenteraient l'interface traversable. Donc par exemple, si vous aviez une classe qu'on appellerait voiture, avec un S, cette classe, si elle implémente l'interface traversable, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser en paramètre de cette fonction test. Ce nouveau type, entre guillemets, est accompagné aussi d'une nouvelle fonction qui est la fonction isItérable, qui permet de vérifier est-ce qu'un élément est itérable ou pas. Donc c'est is_itérable. Donc ça vous renvoie true si l'élément est itérable et false sinon. Le mot-clé void est interdit parce que c'est un nouveau mot-clé qui est utilisé pour définir des fonctions qui ne renvoient rien. Donc on a eu avec PHP 7.0 la possibilité de typer les retours, mais le problème c'est qu'il n'était pas possible de typer une fonction qui ne retournait rien. C'est maintenant quelque chose de corrigé grâce au mot-clé void. Donc lorsqu'une fonction ne fait aucun retour, par exemple elle se contente simplement d'afficher salut, il n'y a rien de retourné, dans ce cas-là on peut préciser que le retour est void. Donc ça c'est très intéressant, mais du coup ça veut dire que vous n'avez plus le droit d'utiliser le mot-clé void et itérable pour votre système. Autre changement important, au niveau du retour et au niveau du typage de manière plus générale, on a la possibilité de préciser que maintenant une propriété peut être nullable. Par exemple, dans une fonction, si on imagine une fonction qui récupère des informations depuis une base de données, et on lui passerait un entier qui serait l'id à récupérer. Le souci, c'est que par défaut, on pouvait se dire, tiens, tu vas retourner une std classe, pour lui dire, je te renvoie une classe ou je peux te renvoyer un tableau. Mais si jamais l'élément n'existe pas, on avait envie de renvoyer nul aussi. Et dans ce cas-là, on était embêté parce que PHP 7.0 ne supportait pas ça et on se retrouvait à ne pas préciser de type du tout. Donc c'est maintenant corrigé. Si quelque chose peut être nullable, il suffit de mettre un point d'interrogation devant. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que la fonction find peut retourner un tableau ou une valeur nulle. Donc ça marche pour le type de retour, mais ça marche aussi pour les fonctions. Du coup, si jamais aussi vous avez un tableau d'options qui par défaut peut être nul, vous pouvez préciser le type en mettant point d'interrogation array devant. Et ça permet de résoudre ce genre de situation-là. Donc rien que pour ça, selon moi, ça vaut le coup de mettre à jour vers PHP 7.1 parce que dans de nombreux cas, on a des fonctions qui retournent soit nul, soit une valeur. Et ça permet de résoudre ce genre de situation-là. En parlant de typage, on a aussi la possibilité, dans le cas des exceptions, de catcher plusieurs types d'exceptions à la fois. Donc je vais reprendre l'exemple que l'on avait fait avec la fonction test qui attend un paramètre et qui fait écho salut. Et cette fonction-là, je l'appelle juste après sans paramètre. Si je réactualise la page, ça va me renvoyer une exception. Donc par défaut, on est tenté d'entourer notre code et de faire un try catch. On fait un try, on fait un catch, et là on était un petit peu embêté parce que d'un côté on voulait capturer une exception classique, et après on mettrait ici un var dump exception suivi du message de l'exception. Mais si jamais on a des erreurs de syntaxe, ce genre de situation là, ce n'est pas une exception qui est renvoyée, mais c'est un throwable. Donc on était obligé de faire un, pardonnez-moi la prononciation,
la même chose, mais dans le cas où on avait quelque chose de throwable. Hop. Ce qui n'était pas forcément super pratique. L'avantage, c'est que maintenant, vous pouvez préciser au niveau de votre catch que c'est soit une exception, soit, grâce au pipe, un throwable. Et ça vous permet de simplifier légèrement le code à cet endroit-là. Donc si jamais vous avez plusieurs types que vous voulez capturer, vous pouvez le faire de cette manière-là. Alors, un autre changement intéressant, c'est la déstructuration de tableau. Alors c'est un cas un petit peu particulier, mais imaginons on a un tableau de personnes. Et dans ce tableau, on a une valeur et ensuite le nom de la personne. Je reprends l'exemple de la documentation pour le coup. Et j'ai besoin de récupérer l'ID, et j'aimerais bien récupérer ce chiffre-là et cette chaîne-là. Mais ce que l'on pouvait faire avant, c'est utiliser la fonction list. On faisait list, on mettait le nom de la variable ici et le nom de la seconde variable. Par exemple, name. Et après, si je fais un vardump de ID, j'obtiens du coup 1, et un vardump de name, j'obtiens le nom de la personne. Donc c'était une syntaxe qui était assez peu utilisée et que l'on peut maintenant écrire d'une autre manière qui est plus naturelle et qui ressemble un petit peu à ce que l'on a sur d'autres langages, notamment en JavaScript. Peut-être vous êtes habitué déjà, on le fait souvent quand on fait des imports, par exemple demo 2, from quelque chose. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent en JavaScript, c'est de la déstructuration d'objets. Maintenant on peut le faire en partie sur PHP. Si je réactualise, ça donne exactement la même chose. Donc ça peut être utilisé comme ça, mais ça peut aussi être utilisé lorsque vous faites des boucles. Si vous avez par exemple un tableau de tableaux, là on a par exemple un premier tableau où on aurait A et Tom, et un second tableau où on aurait 2 et Jerry. Si je veux faire une petite boucle, je peux faire un for each. Ça je sauvegarderai dans une variable que j'appellerai persons avec un S. Donc pour chaque personne, as person. Et après, je serai obligé de lui dire, par exemple, je veux afficher le nom de la personne en faisant personne 1 et ensuite l'ID de la personne en faisant personne 0. Là, ce que je peux faire, c'est utiliser le système de déstructuration en mettant, je recevrai un tableau, en premier j'aurai l'ID et en second j'aurai le nom de la personne. Et après, je peux faire echo, donc le nom de la personne et j'affiche son ID. Et un petit BR, histoire de faire du joli HTML. Et là, ça me donne exactement ce que je veux. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Alors en revanche, attention, ce n'est pas non plus complètement du pattern matching. Vous ne pouvez pas créer quelque chose comme ça. Si vous êtes habitué à d'autres langages de programmation, ça peut être tentant de faire ça. Hop. Et de vous dire ici, j'affiche par exemple seulement le nom de la personne. Si vous essayez de faire un test et on lui passerait par exemple la première personne, ça ne va pas fonctionner. Il vous renverra une erreur en vous disant qu'il ne s'attend pas à voir un crochet ici. Peut-être ça arrivera dans une prochaine version de PHP, mais pour le moment ce n'est pas disponible. Donc ce que l'on est obligé d'écrire, c'est quelque chose comme ça. On prendrait la personne en paramètre, on sauvegarde ça dans les différentes variables, et ensuite on peut écrire par exemple la même chose que ce que l'on avait ici. Et ça, dans ce cas-là ici, ça fonctionnerait. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien sympa, mais ça reste relativement... ça reste quand même quelque chose de niche. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont aussi introduit la possibilité de mettre des clés. Si à la place du système de personnes, ici, je me retrouve avec une personne où j'ai une clé ID, 3, et j'ai ensuite une clé name avec le nom de la personne, John. Dans ce cas-là, ce que je peux faire maintenant, c'est faire list. Je lui dis, pour la clé ID, tu sauvegarderas dans la variable ID, et pour la clé name, tu sauvegarderas dans la valeur name de persons. Et si je fais ensuite un vardump et que je récupère simplement le nom, ça me mettra John. Et de la même manière, je peux maintenant écrire ça avec la syntaxe de déstructuration qui ressemble à ça. Alors un cas concret, vous allez me dire, moi j'en ai un tout de suite que j'ai utilisé quasiment instantanément. Donc c'est quelque chose que je fais assez souvent, mais j'ai un nom de fichier qui ressemble à ça, et moi j'ai envie de rajouter underscore thumb. Donc globalement, j'utilise la fonction pathinfo pour avoir le file name et l'extension, et je rajoute un thumb au milieu. Et ça, c'était pas forcément pratique. J'étais obligé de faire un info égale pathinfo de mon fichier. Donc on va prendre le fichier courant par exemple. Et ensuite, je devais faire un coup de echo, j'affiche les informations, je récupère simplement le file name. Hop. Je rajoute ensuite underscore thumb point et je rajoute l'extension. Et si j'actualise, ça me donne ça. Si j'ai besoin de l'extension et tout ça, à chaque fois je suis obligé d'écrire ça, ce qui n'est pas très pratique.
Maintenant, avec la déstructuration, je peux écrire quelque chose plutôt comme ça. File name, je vais mettre dans une variable file name, et ensuite, lorsque je récupérerai l'extension, je sauvegarderai dans une variable extension. Bon, après, à vous de voir si vous jugez ça plus ou moins naturel, mais moi je trouve ça un petit peu plus sympa à écrire. Donc c'était file name, comme ceci. Et donc maintenant, après, dès que j'ai besoin d'utiliser ces informations, je peux faire file name, ._thumb, l'extension. Ou carrément utiliser l'interpolation à cet endroit-là. Voilà, et ça me donnera le même résultat. Personnellement, je trouve cette notation intéressante parce qu'elle vous permet directement de voir les clés qui sont dans le tableau et de mieux comprendre le déroulement du script. Alors que si vous créez une variable $info, le souci c'est qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce que contient cette variable-là. Avec ça, on comprend tout de suite un petit peu de quoi il en retourne. Alors par contre, attention, si votre tableau n'a pas la bonne dimension ou si vous définissez une clé qui n'existe pas, dans ce cas-là, il vous dira attention, la clé n'existe pas, il vous sortira l'erreur classique undefined index. Donc c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que cette variable extension obtienne une valeur nulle, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut vraiment que le tableau de gauche corresponde au tableau de droite. Un cas d'utilisation aussi un petit peu con, entre guillemets, c'est si jamais vous avez une liste d'éléments, comme ça, et que vous voulez récupérer seulement le premier élément dans une nouvelle variable, plutôt que de faire $A égale $B de 0, une solution serait de se dire, je veux récupérer le premier élément, donc je fais entre crochets $A, et là ça me récupérera seulement le premier élément. Et si je fais un var_dump de A, ça me donnera 1. Voilà, c'est un petit changement de syntaxe, mais qui peut apporter une meilleure lisibilité, une manière différente d'écrire certaines opérations, et je trouve ça intéressant. Donc c'est vrai que ça paraît minime comme ça, mais ça peut, plus tard en plus, si c'est supporté par les paramètres des fonctions, ça peut devenir vraiment très intéressant. Autre petit changement, un petit peu plus mineur celui-ci, c'est au niveau des classes, par exemple on va l'appeler démo, vous avez la possibilité maintenant de définir la visibilité des constantes. Par exemple, si vous créez une constante que vous appelez A, et on va lui mettre la valeur salut, vous pouviez l'appeler depuis l'extérieur en faisant démo :A. Et ça vous mettait salut. Donc globalement, par défaut, les constantes étaient publiques. Maintenant, on a la possibilité de préciser qu'une constante peut être privée ou protégée. Et dans ce cas-là, elle n'est plus appelable depuis l'extérieur. Seule une fonction, donc on créerait une fonction statique, mélange les pinceaux au niveau de l'ordre, ça va être une fonction. Cette fonction, je peux lui préciser qu'elle va s'appeler hello. Et pour le coup, elle retournera une chaîne de caractères. On en profite, on utilise le typage. Et là, je ferai un self :A. Je suis à l'intérieur de cette fonction-là, donc je peux l'utiliser. Donc si je fais un démo :hello, dans ce cas-là, ça me retournera la valeur, et ça me retournera salut. Et là, ça me renvoie une petite erreur, c'est tout à fait normal parce que j'ai oublié le return. L'avantage d'avoir ce système de retour ici. Après, je peux aussi définir en protected, et dans ce cas-là, un enfant pourra redéfinir cette classe. Classe demo2, extends de démo, et dans cette classe-là, je peux redéfinir en protégé la constante A, et je vais lui mettre la valeur salut, 2. Et dans ce cas-là, si j'appelle sur la classe demo2 la méthode allo, ça me renverra salut2. Si ce n'est que ici, ce n'est pas self, mais statique. Self, sinon, ça s'appelle la méthode courante. Si je réactualise, ça me donne bien salut2. Autre petit changement, au niveau des chaînes de caractères cette fois-ci, on a la possibilité d'utiliser des offsets négatifs. Donc lorsqu'on utilise string post ou lorsqu'on fait appel à une chaîne et que l'on souhaite récupérer par exemple le deuxième élément, on peut écrire ça. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement, il n'était pas possible d'utiliser un offset négatif. Donc, par exemple, si je veux récupérer le deuxième élément en partant de la fin, j'étais un petit peu bloqué. Maintenant, je peux écrire -2. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il prend la fin et il recule de 2. Et il prendra la lettre E. Pour le coup, c'est pas le meilleur exemple, on va toujours mettre salut, mais ça me renverra bien U. Si je mets 1, ça renvoie le A, et si je mets -2, ça part dans l'autre sens. Donc ça peut être utilisé comme ça au niveau des chaînes de caractères, mais ça peut aussi être utilisé lorsque vous utilisez string post, pour par exemple lui dire tu commences à partir de cet élément-là. Si par exemple j'écris je fais un test, et je veux la position de la lettre E, lorsque je fais string post, je peux lui dire de chercher la lettre E à partir de -5.
Et dans ce cas-là, il n'ira pas chercher celle-là, mais il commencera à peu près vers ici, et il me trouvera celle-ci. Si je fais un var dump, ça me donne bien le caractère au 12e caractère. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est plus cohérent avec d'autres langages de programmation. Enfin, la dernière nouveauté qui a été mise en place, c'est la possibilité de convertir un callable en closure. Par exemple, on a une fonction qui vient d'une librairie ou peu importe, qui est la fonction create qui prend en paramètre une closure. Et on lui dit, hop, c'est une variable closure, et ce que ça va faire, c'est que ça va faire un coup de echo, et ça appelle la fonction, et cette fonction, ça met en majuscule. Donc là, on a toujours ça de string to upper. Donc cette fonction, elle peut ensuite être appelée avec, par exemple, quelque chose comme ceci. On ferait crier, on lui passe en paramètre une fonction qui retourne salut. Mais parfois, on a envie de lui passer une fonction qui sera exécutée par une classe ou quelque chose de callable. Par exemple, je crée une classe démo. Hop. Cette classe va avoir une fonction publique salut. Et cette fonction salut retournera une chaîne de caractères salut. Je vais même l'appeler hello. Et je profite du typage pour lui préciser que ça retourne une chaîne de caractères. Le problème, c'est que je ne peux pas ici lui dire, tu vas créer une nouvelle instance de démo en faisant démo égale new démo. Hop. Et ensuite, je me dis, tiens, je t'enverrai bien un callable. Donc, je te passe démo ainsi que le nom de la méthode que tu es censé appeler. Si je fais ça, il va me sortir une erreur en me disant que je lui passe un argument de type tableau, alors que lui, il s'attend à avoir une closure. Donc, on a une nouvelle méthode statique sur les closures qui permettent de convertir un callable en closure. Dans ce cas-là, on peut utiliser la méthode, je vais sauvegarder ça en mémoire, closure, from callable. On lui passe un callable, donc ce tableau-là est quelque chose de callable, et il va me le convertir en closure. Et dans ce cas-là, cette fonction va être correctement exécutée. Donc ça peut être très intéressant si au niveau du type hinting, une closure a été mise et que nous, on a envie de lui envoyer quelque chose de callable. On peut convertir une closure en callable. Donc voilà pour les principaux changements qui vont vous affecter. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est le type void, le type nullable, la possibilité de déstructurer les tableaux, comme on l'a vu comme ceci, hop, et l'introduction d'un nouveau type de variable, le type itérable. Après, si vous faites une nouvelle installation de PHP 7.1, il y a quelques petits changements importants au niveau de la configuration. Premièrement, vous avez l'extension mcrypt, qui est une extension qui est maintenant dépréciée au profit de l'extension OpenSSL. Donc si vous avez encore dans votre configuration mcrypt qui est chargée, supprimez-la et chargez l'extension OpenSSL plutôt. Autre petit changement qui peut peut-être vous affecter, alors là c'est plus spécifique, mais globalement, alors que je m'y retrouve, dans la partie .ini, donc dans le fichier .ini, on va avoir cette option qui va être à 1 par défaut, alors qu'elle était soit 0, soit pas activée avant. Globalement, il va activer l'OP-cache pour PHP qui est exécuté en ligne de commande. Alors je ne sais pas si par défaut il va checker le timestamp du fichier pour vérifier s'il doit réactualiser, mais ça pourrait mener à des problèmes, notamment si jamais vous modifiez un fichier et que lorsque vous réexécutez la commande, ça ne se réactualise pas, ça pourra venir de là. Donc si jamais vous avez des problèmes de réactualisation de fichiers PHP avec l'installation de PHP 7.1, vérifiez cette propriété-là. Donc par défaut, ça veut dire que l'OP-cache est maintenant actif pour PHP en ligne de commande. Et ça, c'est un changement qui est assez important. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon des nouveautés de PHP 7.1. Donc pour le coup, je trouve que ce sont des mises à jour qui vont dans le bon sens. Le système de typage continue d'être amélioré. Ça, c'est une bonne chose pour bien organiser son code et mieux s'y retrouver. Et le point d'interrogation devant le type, à lui tout seul, selon moi, justifie la mise à jour de PHP 7.0 vers la 7.1. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un petit peu ces nouveautés-là. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!